Bonjour à tous, rebonjour à certains. Cette journée sur Paris Retail Week se poursuit avec une séquence plutôt féminine, puisque nous allons parler dans un instant de l'international au féminin, et nous aurons ensuite la chance d'accueillir Maëlle Gavet de Priceline. Vous le savez, cette année, le thème de la Paris Retail Week, c'est le Augmented Retail, mais pour que tout ça fonctionne, il faut aussi des hommes et des femmes pour faire fonctionner les sites e-commerce et ces organisations à l'international. Donc je vous propose d'accueillir Cécile Delettré. Bonjour Cécile, on s'était croisés. Bonjour. On s'était croisés il y a quelques années chez Ubifrance. Vous êtes la fondatrice d'un think tank international au féminin. Expliquez-nous en 2-3 mots pourquoi ce lancement, pourquoi ce projet. Je vais prendre la zapette d'abord. Si vous voulez, oui. Et c'est vrai qu'on s'est croisés, Jérôme, c'était aux États-Unis, je crois, la dernière fois. Donc ça me fait plaisir de te revoir. Je cherche la zapette. Ah, la zapette a disparu. Je crois qu'elle est sur la table. Ah, voilà. C'était à Chicago, non Je crois que c'était dans le 14e arrondissement, mais... Non. Ah, c'est pas venu à... Donc il y a certaines personnes de la salle qui lèvent la main. Et la dernière fois qu'on s'est vus, c'était aux États-Unis et ça fait plaisir. Comme Philippe et Philippe. Très bien, bon. Merci beaucoup. Je vais vous dire en 2 mots, avant d'appeler nos speakers, qu'est-ce que l'international au féminin. Et on se retrouve dans 45 minutes, peut-être pour une session de questions-réponses avec la salle. Avec plaisir, et tu peux écouter aussi. On est un réseau féminin, mais on est ouvert aux hommes. Très bien, à donc tout à l'heure, tu es bienvenue. Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, je voulais vous dire, avant d'appeler les speakers, qu'on a des surprises pour vous. Et la première surprise, elle se passe grâce à vous sur Twitter. Et sur Twitter, vous avez la possibilité d'utiliser le hashtag Paris Retail Week, bien sûr, mais aussi le hashtag INTFEM, INTFEM. Et vous aurez des surprises, notamment Eurosport, donc David qui vient avec des surprises, et puis de l'international féminin, des surprises, des carnets de notes, des livres sur l'inspiration, pour vous donner encore plus envie de booster et d'agir pour faire du monde quelque chose de meilleur. Donc nous avons choisi d'abord l'international féminin. Qu'est-ce que c'est? C'est effectivement un think tank composé de femmes et d'hommes qui ont envie de façonner l'avenir et qui donc ont décidé de mettre en commun leurs valeurs, de mettre en commun leur énergie pour échanger et partager leur expérience, et qui ont un mindset international, donc qui regardent ce qui se passe en France, bien sûr, mais qui regardent aussi tout ce qui se passe dans le monde, et qui, grâce à ça, donnent déjà envie d'agir et boostent pour faire du monde quelque chose de meilleur. Donc on a 5 intervenants aujourd'hui qui sont vraiment fantastiques, que vous allez voir tout à l'heure, qui vont parler des soft skills, tout ce qui est effectivement important pour les talents, pour faire fonctionner nos entreprises, nos activités. Mais avant toute chose, je voulais aussi illustrer cette question par les métiers. Et on a le constat, que vous voyez au-dessus sur la slide, que les 10 métiers qui sont les plus recherchés à l'heure actuelle sont des métiers qui n'existaient pas il y a 10 ans. Donc, quels seront les métiers dans 10 ans ? Pour l'instant, on va être raisonnable, on va se poser la question pour l'année prochaine. Mais en tout cas, se former, avoir des nouvelles compétences est très important. Et c'est pour ça que tous les ateliers qui sont faits en parallèle dans les petites salles, des ateliers beaucoup plus techniques, sont très utiles. Et je vous invite aussi à aller vous former sur ces sujets-là. Donc voici quelques compétences également qui sont très recherchées sur LinkedIn. J'ai regardé effectivement quels sont les mots-clés et quels sont les profils, et ça varie selon les pays. Donc là, l'exemple, c'est celui de la France. Mais on peut s'apercevoir qu'en tête de liste dans un certain nombre d'autres pays, c'est le data scientist, donc c'est le numéro 2 qui passe en premier lieu. Mais en tout cas, c'est bon à savoir, et ça, c'est multisectoriel. Donc vous voyez qu'il y a une forte tendance à travailler sur l'aspect digital. Une autre question, c'était de se dire, est-ce que la tech a un genre ? On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de femmes dans les technologies, notamment dans les écoles comme l'ITSA, 40% de femmes, mais que quand on voit dans les entreprises ce qui se passe, il y a beaucoup moins de femmes dans les services
dans les entreprises, donc dans les services IT. Donc c'est vraiment un exemple qui nous a surpris. Et on a regardé ce qui se passait dans d'autres pays, et notamment en Chine. Il y a autant d'ingénieurs femmes que hommes. Et la question d'âge aussi, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a si peu d'actifs en France à partir de 55 ans? Seulement 39% des personnes ont un job, un vrai job, je dirais, une structure salariée classique. Après, il y a beaucoup de gens qui sont actifs, qui ont leur propre activité et qui font aussi des choses très bien. Mais seulement 39% des 55 ans et plus sont activement employés en tant que salariés, alors qu'en Suède, c'est 70% par exemple. Donc nous, on regarde ce qui se passe ailleurs et on se dit, pourquoi pas changer les choses en France? Et donc, c'est un petit peu le message que vont faire passer nos speakers, c'est de dire, regardons ce qui se passe chez vous. Alors, je vais les appeler un par un. Ils vont nous rejoindre ici sur scène. N'oubliez pas de faire des tweets, notamment sur ce qu'ils disent. Ils ont chacun un compte Twitter qui a été indiqué ici. Myriam Amy Maestroni. Donc, je vais appeler en premier Myriam Maestroni. Je vous demande de l'applaudir. Myriam Maestroni, tu peux t'asseoir, s'il te plaît, qui est la fondatrice de énergie.com, économiedénergie.fr, qui a aussi créé On5 Company et qui a écrit un ouvrage sur l'intelligence émotionnelle, services et croissance, qui est l'ancienne directrice générale de Primagaz, qui a également, qui fait partie de Croissance Plus, qui a parlé sur la scène de Big, puisqu'elle travaille beaucoup avec la BPI. Donc c'était une trentaine de personnes, de personnalités qui ont parlé avec un exercice contraint de pitch de 8 minutes et qui nous a fait le plaisir de venir et qui elle-même a aussi étudié à Harvard et à l'INSEAD. Donc elle a vraiment une vision à la fois académique et professionnelle en tant qu'entrepreneur. Je vais appeler maintenant la directrice générale de Pickwick, que je vous demande également d'applaudir. Nathalie Perron-Lecor, qui est une des seules directrices générales de chaînes de magasins, notamment dans le jouet. Il y avait hier soir sur scène la directrice générale de Caporal, Laurence Paganini, qui était également la présidente du jury des Retail Awards. Et Nathalie dirige une chaîne de magasins dont elle va nous parler, qui a été créée par Stéphane Muliez pour offrir des grandes surfaces de jouets. Et ce sont des grandes surfaces qui sont dans le Nord. Nathalie est toute nouvelle sur Twitter, donc j'espère que vous pourrez augmenter le nombre de followers. Et elle a aussi une expérience très intéressante, ayant travaillé chez Reebok, dans le groupe Uvarté, chez Heineken, chez Sony, chez le groupe Atoll. Enfin, je vais arrêter là, mais en tout cas, une belle expérience multi-branding. J'appelle maintenant Céline Delgenès, que je vous demande d'applaudir également, qui arrive en courant. Céline, qui vient tout droit de Boston. Elle est française. Je crois que c'est la seule employée française ou presque à Boston, mais il n'y en a pas beaucoup. Qui vient du groupe Adidas. Au départ, elle a fait toute sa carrière chez Adidas. Et elle est donc en charge CTC Monde pour le marketing. Donc elle a une vision globale de tout le business mondial des magasins. Et Adidas et notamment Reebok, elle est en train d'innover énormément sur justement l'expérience en magasin et elle nous parlera des compétences nécessaires à avoir en magasin et comment elle recrute, elle fait attention à l'humain. Je vous demande d'applaudir maintenant notre quatrième speaker qui va arriver en courant, qui est Christy Duet. Je plaisante, mais elle ne court pas, elle n'a pas de tennis. Et vous voyez, on a une belle table ronde avec différents secteurs d'activité. Christine est dans les services dans la banque. Donc, elle est responsable carrière. Si vous avez votre CV, n'hésitez pas. Elle va vous donner des conseils sur l'aspect personnalisation de son profil sur les réseaux sociaux. Et elle s'occupe également de tout ce qui est développement durable. En dernier, on a un homme, et bien sûr un courageux, qui s'appelle David Bernard Brett, qui est le directeur marketing stratégie de Eurosport, encore un sportif.
et donc qui travaille vraiment à l'international, même s'il est basé à Paris, avec des agences qui sont situées aux États-Unis, en UK, un peu partout dans le monde, et qui a complètement revu la stratégie de la marque. Donc il va nous en parler tout à l'heure. Alors pour commencer, je vais passer la parole à Myriam, qui peut parler au pupitre ou qui peut parler devant la scène ou sur la scène ou assise, comme tu le souhaites, Myriam. Tu vas nous dire, toi, en tant que créatrice d'entreprise de 100 personnes maintenant, comment tu vois les compétences à avoir pour demain. Et Myriam n'avait pas de vidéo, donc elle vous a préparé un PowerPoint qui est très complet. Alors bonjour à tous. D'abord, sachez que je suis ravie d'être ici et ravie qu'il fasse une telle chaleur. Comme ça, ça va me permettre de vous expliquer pourquoi, après 20 ans de pétrole et de gaz, puisque Cécile l'a dit, je dirigeais dans ma dernière étape professionnelle Primagaz en France, eh bien, je me suis dit que certes, il fallait apprendre du passé, mais il fallait quand même aussi savoir voir l'environnement dans lequel, évidemment, on vivait. Vous n'ignorez pas que de profonds bouleversements ont eu lieu. Moi, à partir de 2003, quand on m'a dit « tu retournes en France » après avoir passé beaucoup de temps en Espagne, aux Pays-Bas, j'ai découvert qu'on était vraiment au début du changement climatique, mais je n'imaginais pas à quel point l'urgence climatique que l'on voit aujourd'hui allait s'accentuer, puisque vous savez que malheureusement, après 2014, année la plus chaude sur la planète, 2015, année la plus chaude sur la planète, juillet et août détiennent cette année encore les tristes records de chaleur, et je crois qu'on en est tous témoins. Et donc, pour moi, la mobilisation a été de dire, il y a quand même une urgence. Et en 2003, je disais, on va aider nos clients à consommer moins, jusqu'à ce qu'effectivement, je passe du pétrole à donc dirigeante, une grande entreprise, ETI, 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1200 employés, à recommencer de zéro, c'est-à-dire avec 10 personnes autour de moi, une société qui s'appelle Économie d'énergie. Ce qui veut dire que quand je vous parle de savoir se réinventer, je ne dis pas que je sais tout, mais j'en sais un petit bout. Et je l'ai fait d'autant plus volontiers qu'on est tous conscients de cette urgence climatique. Par contre, on est beaucoup moins conscients que malheureusement, encore plus de 80% ou pratiquement de nos consommations d'énergie se font sur des énergies fossiles, avec un pétrole qui n'a jamais été, évidemment, ou du charbon autant disponible et aussi peu cher. Et face à ça, eh bien, évidemment, se réinventer, ça voulait dire savoir regarder autrement eh bien, ces clients qui consommaient de l'énergie pour se dire, derrière chacun, où ils consomment de l'énergie parce qu'ils vivent dans des logements, parce qu'ils sont à la tête d'entreprise. Et donc, au lieu de voir en eux des consommateurs d'énergie, je vais voir en eux des gisements d'économie d'énergie, parce que c'est ce que nous sommes tous en même temps. Et en France, mais je pourrais vous faire ça au niveau européen, il faut savoir qu'un logement sur 2 surconsomme de 6 à 9 fois trop d'énergie par rapport à un logement qui serait construit neuf. Ce qui, évidemment, pour les optimistes de nature, bien sûr, pour ceux qui voient le verre à moitié plein, fabrique un marché fantastique. Sauf que ce marché-là, évidemment, vous vous en doutez, il est beaucoup moins facile à faire émerger que celui naturel de la vente de pétrole ou de gaz qui vit sur des modèles traditionnels, puisqu'en gros, personne ne se lève dans cette salle en se disant le matin, tiens, si je faisais des économies d'énergie chez moi. Et donc toute l'idée a été, en créant Économie d'énergie il y a 5 ans maintenant, de se dire, au fond, comment faire pour faire émerger ce marché et faire en sorte que chacun d'entre nous se conserve un économiseur d'énergie. Et aujourd'hui, c'est Économie d'énergie. Donc 5 ans plus tard, c'est 55 plateformes, plus de 6 millions de visiteurs. C'est 400 000 travaux d'économie et d'énergie qui ont été accompagnés en France. Et on vient d'ouvrir, comme l'a dit Cécile, la filiale espagnole, italienne, anglaise, puisque le problème est européen. Plus de 100 millions de logements sont surconsommateurs en France. Je pense qu'aux États-Unis, on a à peu près les mêmes chiffres. Et donc, quand Cécile me dit, mais finalement, quels sont les soft skills pour faire face aux nouveaux enjeux du futur? Alors, vous l'avez compris, bien sûr, savoir se réinventer, c'est-à-dire regarder son marché avec d'autres yeux, bien sûr, le regarder avec les nouvelles technologies, comment faire autrement quand on crée une entreprise en 2011 que de tomber directement dans le digital. Donc, il ne s'agit plus d'apprendre à subériser, mais on est justement à se dire,
Sans les nouvelles technologies, ces marchés-là n'existeraient pas. Et bien sûr, je crois qu'il faut garder un optimisme à l'épreuve de tout, en apprenant des meilleurs, parce que j'aime beaucoup cette phrase d'Einstein qui, évidemment, nous explique qu'on ne peut pas résoudre au niveau de conscience où ils ont été créés les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui. Donc, vraiment, je crois qu'il faut être plus créatif que jamais. Je crois bien sûr qu'il faut qu'on retrouve notre humanité. On la perd souvent, avec un esprit d'équipe, parce qu'on s'aperçoit que dans les nouvelles technologies et dans les nouvelles approches en termes de business model, on a tous besoin les uns des autres. Et puis, bien sûr, je crois qu'il faut prendre conscience de ce rôle d'acteur que nous avons, de ce rôle de consommateur, qui nous demande aussi à nous le courage d'être soi, ce qui n'est jamais simple au fond. Hein. Et bien sûr, cette idée de Gandhi, puisqu'on apprend les soft skills au travers des meilleurs philosophes, que l'on peut réinventer le monde quand on se réinvente soi-même, ça c'est ma grand-mère qui a ça 1 an et demi. Je l'ai illustré pour dire, j'ai beaucoup appris le management. Au final, le management, c'est 4 fonctions. Évidemment, planifier, organiser, diriger, contrôler. Alors, je peux vous garantir, pour avoir une entreprise, il y a 11 nationalités, parité homme-femme et moyenne d'âge de 30 ans. C'est le plus important qu'aujourd'hui, diriger, tout le monde s'en fout. On peut mettre directeur de je ne sais quoi sur sa carte à la fin. C'est vraiment essayer de comprendre ce que veut dire ce leadership qui fait partie intégrante de ces qualités intrinsèques au management aujourd'hui. Et puis, je crois s'amuser, parce que être créatif, être courageux, savoir voir le monde autrement, arriver à voir du business où il n'y en a pas, finalement, ça nous demande évidemment de vivre avec notre temps, de vivre avec les autres, d'apporter le meilleur de nous-mêmes. Et donc, j'ai repris ce texte qu'a lu Marianne Williamson, enfin en tout cas qu'a lu Nelson Mandela quand il est sorti de prison, en tout cas c'est comme ça que c'est présenté, et qui nous dit finalement pourquoi diable avoir peur d'être qui nous sommes, pourquoi diable avoir peur de prendre des paris, de les gagner, d'oser les relever. Et voilà ma modeste contribution pour vous, et j'espère que dans cette semaine du retail, eh bien, il y aura de plus en plus d'entrepreneurs et de gens qui auront le courage et l'envie de prendre toutes les opportunités que je vois dans un pays où parfois c'est pas si évident que ça, et qui auront envie de les prendre en main et de les relever. Voilà, merci à tous. Merci Myriam. Myriam qui est toujours fidèle à nos rendez-vous malgré son emploi du temps très chargé, et on la remercie beaucoup et merci pour cette inspiration. Et en tweetant avec le hashtag #InFemme, vous pourrez avoir ce genre de petite maxime, enfin en tout cas traduit en français ou en anglais, à gagner sur différents cahiers. Il y en a une dizaine à gagner, donc continuez. On tirera au sort parmi les meilleurs tout à l'heure après l'intervention de Maëlle Gavet. Merci Myriam. Donc, c'était un avis de dirigeante d'entreprise. On a une autre dirigeante d'entreprise, et notamment dans le retail. Donc, Myriam est dans le e-commerce, Nathalie a des magasins physiques. Et Nathalie, tu diriges donc Pickwick avec 23 magasins. On va passer le petit bip, voilà, merci. Et tu dis qu'il faut être incontournable et incomparable sur le marché des jeux, jouets et activités créatives, sachant que chez Pickwick, il y a un management qui a dû s'adapter, et notamment, vous avez beaucoup de milléniums, qui sont à la fois vos employés, mais également vos clients. Donc, comment as-tu mis en place ceci et quelles sont tes recommandations? Alors, rapidement, pour vous dire qui nous sommes. Donc, nous sommes une enseigne spécialisée en jeux, jouets et activités créatives. Nous avons 24 magasins en France, de 1000 à 4000 mètres carrés, 450 collaborateurs. Nous montons à 650 à Noël, qui est le pic d'activité. Et nous offrons jusqu'à 25 000 références de jeux, jouets et activités créatives. Alors effectivement, j'entendais dans la présentation de Myriam des mots comme se réinventer, s'amuser. Et ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est une belle aventure humaine que je suis en train de vivre depuis 2 ans chez Pickwick, qui est une entreprise en transformation. Et effectivement, la génération Y, c'est nos collaborateurs, ils sont très présents dans l'entreprise. Ce sont nos clients, les jeunes parents d'aujourd'hui. Et on voit poindre au seuil de la porte la génération Z, qui va bientôt nous rejoindre, et ce seront également les parents de demain. Donc c'est important de les comprendre pour les satisfaire, et puis c'est aussi important de les comprendre pour bien les intégrer dans notre entreprise.
Donc il y a 18 mois, nous sommes lancés dans une démarche de vision avec l'ambition d'écrire notre feuille de route pour les 10 années à venir, redéfinir nos fondamentaux, offrir des moments de bonheur aux petits et aux grands, notre raison d'être. Et cette démarche, en fait, on aurait très bien pu l'imaginer avec le COMEX, se mettre au vert pendant 2 jours et puis phosphorer, réfléchir, parce que nous sommes des gens très intelligents. Et au bout de 2 jours, proposer une stratégie et finalement demander aux équipes de la mettre en place. Mais le choix que nous avons fait, c'est de faire participer toutes les équipes, conscients justement que les générations Y qui sont dans nos entreprises souhaitent être actives, souhaitent contribuer, souhaitent participer. Et donc c'est une démarche 100% collaborative qui est en place depuis 18 mois avec tous les collaborateurs qui tous les jours contribuent et écrivent l'avenir de l'entreprise. Et la vertu de cette démarche, c'est qu'elle a libéré les énergies, elle a libéré beaucoup d'envie, elle a mis en responsabilité chacun d'entre nous. Chaque collaborateur a compris qu'il pouvait être acteur sur son terrain de jeu, qu'il avait des leviers d'action très concrets, qu'il pouvait contribuer. Elle permet aujourd'hui à chacun d'oser, d'être agile, de sortir du cadre, d'innover pour se démarquer sur le marché. Mais elle a eu par voie de conséquence aussi des conséquences sur le management. On est en train de mener une transformation managériale dans l'entreprise. Je pense que Pickwick, comme plein d'autres entreprises, est une entreprise très descendante historiquement. Et là, on est en train de basculer vers un management beaucoup plus transversal. Alors, je ne vous cache pas que ça chahute un peu. C'est un peu houleux parfois. J'ai des managers qui viennent me voir, qui me disent c'est un peu compliqué avec les équipes parce qu'ils poussent, ils veulent prendre un peu le pouvoir, ils veulent décider, ils veulent participer, ils veulent contribuer. Mais je pense que c'est vraiment le sens de l'histoire parce que ces générations-là, sont les talents d'aujourd'hui et de demain. Nous en avons besoin dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment important de leur permettre de contribuer. C'est très riche. Et tout ça, c'est riche aussi parce qu'on le fait au service du client. Le client est la préoccupation de tout le monde. Et pour partager avec vous un moment vécu récemment, nous étions en convention la semaine dernière et j'ai eu le grand bonheur de voir des personnes du service ressources humaines, qu'on a d'ailleurs rebaptisé en direction du développement humain, et également des comptables venir me parler du client et expliquer à toutes les équipes comment ils avaient challengé les process, remis en cause en fait des habitudes de fonctionnement historiques, des choses qu'on fait sans même plus les comprendre, sans même plus savoir pourquoi on les fait. Et tout cela, tout simplement, pour dégager du temps pour que nos équipes en magasin puissent passer plus de temps auprès du client. Et ça, clairement, c'est quelque chose qui ne serait jamais arrivé avant, qui ne serait jamais arrivé si on n'avait pas invité, incité, écouté les collaborateurs comme on l'a fait depuis 18 mois. Alors, ce que ça a amené aussi derrière, c'est un vrai travail sur la culture de l'entreprise. On a un vrai travail à faire pour développer notre culture, notre personnalité, autour de valeurs qu'on a réécrites, qui sont extrêmement claires et qui vont être un peu notre driver sur les années à venir. Et on se rend compte aussi que dans ce changement de posture managériale, moi je suis très consciente qu'il y a des collaborateurs qui quitteront certainement l'aventure, qui ne resteront pas tout simplement parce qu'ils sont plus vraiment en harmonie finalement avec leurs valeurs, avec leur parcours personnel, leur culture, leur éducation. Mais je pense que c'est le sens de l'histoire, donc il faut aussi l'accepter, c'est bien pour eux, c'est bien aussi pour l'entreprise tout simplement. Donc voilà, donc c'est une démarche nouvelle, qui n'est pas nouvelle uniquement chez nous, je pense que c'est une tendance générale dans beaucoup d'entreprises, mais vraiment qui a été dictée par l'envie de prendre en compte ces générations qui sont là aujourd'hui et surtout se préparer le mieux possible à accueillir celles qui vont nous rejoindre demain, qui sont nos grands-enfants d'aujourd'hui, nos ados avec lesquels des fois on a un petit peu de difficulté. Merci voilà. Nathalie, on peut l'applaudir. On garde les questions pour la fin. Je voudrais avoir l'avis de David Bernard Brett, qui est directeur marketing stratégie d'Eurosport. Donc Eurosport qui fait partie d'un grand groupe international de divertissement, donc Discovery Communication. Et David, justement, pour faire face à ce besoin de tes clients qui sont maintenant sur le mobile, qui sont très digitalisés, comment est-ce que tu as mis en place ta stratégie et quel talent tu as mis en place pour retrouver cette expérience ? Effectivement, bonjour à tous. Il y a 2 ans, Discovery Communication a fait l'acquisition d'Eurosport. Discovery, c'est le numéro 1 mondial de la télévision payante. Et dès lors qu'ils ont fait l'acquisition d'Eurosport, que vous connaissez certainement tous en France avec la chaîne Eurosport France, leur premier chantier, finalement, ça n'a pas été le business, ça a été une révolution de la marque. Alors, avec mon équipe, on a eu l'honneur de s'occuper de ce chantier. Et en termes de compétences, en fait, dans une équipe marketing,
Quand on en a parlé avec Cécile, effectivement, moi j'ai envie de vous parler des compétences qu'il faut en interne, parce qu'effectivement une équipe marketing, de toute façon, elle a une extension en externe que sont les agences. J'en ai identifié à peu près 4. La première, c'est vraiment, et c'est ce que je recherche moi chez les gens que j'engage dans mon équipe, c'est d'avoir une vision stratégique, d'avoir une vista, d'avoir des intuitions, d'avoir des convictions. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui, je pense, ne peut pas être externalisé, c'est quelque chose qui doit vraiment être dans la chaîne de valeur, dans la société. En plus de ça, ce que je demande aux gens, c'est effectivement de faire de la veille concurrentielle, sachant que la veille concurrentielle, c'est bien, mais la prospective, c'est mieux. Donc, dans la partie visionnaire que j'attends chez des collaborateurs, il y a effectivement le fait d'anticiper les usages. Et puis également, quand je parlais de conviction, d'intuition, travailler avec des agences, c'est bien, et parfois pour alimenter ma stratégie, alimenter ma réflexion, je peux avoir recours à des agences, mais parfois aussi je peux aller voir une agence, et en tant que professionnel du marketing, je sais exactement ce que je veux, et ça, il ne faut pas hésiter de temps en temps à utiliser les agences juste pour leur faire exécuter un travail. Donc ça, c'est la première compétence. La deuxième, c'est effectivement ne pas avoir peur de prendre des risques et de travailler dans l'inconfort. Dans la façon dont on a abordé le refresh de la marque Eurosport, on aurait très bien pu travailler avec un grand réseau, mais on avait identifié une shortlist d'agences, et en tout, on avait 5 lots différents et à chaque fois une shortlist de 3 agences. Qu'on avait apprécié pour tout un tas de raisons, notamment tout simplement parce qu'ils avaient produit ce qui nous paraissait être des références, ou bien tout simplement parce qu'on avait un intuitu personnel très fort avec des directeurs artistiques. Et on a donc choisi de travailler à la fin avec 5 agences différentes pour les 5 lots. Et ça, effectivement, c'est pour beaucoup de gens un facteur de risque. C'est un facteur de risque parce que, d'une certaine manière, quand on travaille avec 5 prestataires différents sur la même opération, on risque d'avoir une certaine forme de dispersion de la marque. Et puis, on risque également d'avoir un résultat dont l'alignement, puisqu'on parle d'une seule campagne, risque de paraître assez médiocre. Donc, ça nécessite effectivement de prendre ce risque, sachant qu'il y a également des méthodes pour pallier à ces risques, et notamment d'avoir une stratégie de marque qui est très claire dès le début, d'avoir un vrai brand book, un vrai manuel de marque qu'on partage avec les gens pour que ça soit digéré absolument par tous les prestataires, par toutes les agences et que ça ne fasse aucun pli. De la même façon que dans la façon dont on peut travailler avec une agence, moi, j'ai aucun problème à passer beaucoup de temps dans les phases de pitch avec les agences et à faire ce qu'on appelle aujourd'hui des tissue sessions, c'est-à-dire à faire des meetings intermédiaires avec les agences avant qu'elles ne pitchent au final, et à s'assurer en fait qu'elles ne sont pas à côté de la plaque dans leurs réponses. Je trouve ça essentiel et c'est un investissement de temps pour ensuite avoir l'embarras du choix et faire en sorte qu'on n'ait pas des résultats qui soient à côté de la plaque. Alors effectivement, quand on se dit qu'on va travailler avec plusieurs agences, et nous, on a travaillé avec une agence américaine, une agence canadienne et 3 agences britanniques, donc vous voyez, c'était quand même assez considérable. C'était pas un choix d'ailleurs de travailler pas avec une agence française, on en a auditionné, mais il s'est trouvé qu'on préférait ces agences-là. Ça nécessite un certain inconfort et effectivement, à nouveau, si on avait travaillé avec un seul réseau, je pense que j'aurais beaucoup mieux personnellement dormi et peut-être plus souvent aussi dans mon lit parce que ça a nécessité pas mal de phases de voyage. Donc travailler avec 5 agences, ça nécessite aussi de faire travailler, comme si c'était finalement une équipe interne, 5 entités différentes et les mettre autour de la même table. Ça nécessite de parfois gérer des égos, parce que des directeurs artistiques en général ont un ego assez surdimensionné, mais ça nécessite aussi quelque chose qui peut parfois paraître injuste, qui est de déposséder une agence d'un projet, parce qu'on pense tout simplement que dans les 5 agences qu'on a réunies, une autre agence est beaucoup plus à même de mener à bien ce projet ou de le mener avec un peu plus de succès. Voilà. Donc ça, effectivement, faire travailler ensemble des prestataires, un peu comme un chef de chantier. Notre précédent actionnaire avant Discovery était Bouygues, donc on a une certaine connaissance de ce genre de technique avec nos parcours d'intégration
formation Bouygues, c'est vraiment une qualité essentielle et c'est des méthodes, on appelle ça le travail en roster quand on travaille avec plusieurs agences, qui permettent d'avoir un résultat excellent et d'avoir aussi quelque chose qui est du jamais vu. Et puis la dernière qualité, et ça c'est vraiment très important, notamment par rapport à ce qui nous amène aujourd'hui, le e-commerce, c'est d'avoir une vue systémique en fait, de l'entreprise et des canaux de distribution. Eurosport, comme toute chaîne de télévision, est une chaîne avec un business, on appelle ça ligital. La plupart d'entre vous peut-être ont des business figital. Nous, c'est ligital parce que notre canal traditionnel, c'est la télévision linéaire. Mais finalement, au bout du compte, le consommateur, qu'il soit sur notre site Eurosport Player, puisqu'on a une extension payante où les gens peuvent venir voir nos programmes de télévision en simulcast, mais bien plus, ou qu'il soit en train de nous regarder sur CanalSat ou sur Sky ou sur une plateforme satellite, c'est le même. Donc ce qui compte, c'est qu'on est bien sûr des spécialistes du digital, de la télévision, du social, mais également au-dessus, pour toute la vision stratégique, des gens qui ont une vision systémique, parce que finalement, ce qui est important, c'est que l'expérience de marque soit cohérente dans l'ensemble, dans le parcours de l'utilisateur, en fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser l'expression unifiée, mais pas uniforme dans les expériences de marque. Si on regarde la vidéo qui est juste après... Voilà. La vidéo arrive. Vous allez voir en fait, elle cale un tout petit peu. Vous allez voir le nouveau logo en fait qu'on avait fait. On a essayé de concevoir une identité en fait qui puisse vivre à la fois sur nos univers digitaux et sur la télévision, en partant, vous savez, sur la plupart des applications, par exemple, que vous avez sur votre iPhone, on part d'un monogramme. Donc on a créé d'abord le monogramme et ensuite le logo Worldmark pour pouvoir faire vivre ces identités à la fois sur le digital et sur la télévision linéaire. Et puis regardez sur les bandes annonces, vous avez effectivement ces rendez-vous avec des chiffres très très gros. Tout ça pourquoi? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que la télévision, notamment sportive, quand on est en direct, elle se consomme un peu partout, tout simplement dans l'instant. On ne veut pas rater tel ou tel match ou tel résultat. Et donc on va également voir nos bandes annonces. Et ce qu'on voulait, effectivement, c'est que même si vous avez une bande passante un tout petit peu dégradée, vous puissiez voir effectivement les rendez-vous de nos bandes annonces. Donc on a essayé effectivement, à travers cette approche systémique et multicanal, de voir que nos rendez-vous promotionnels soient visibles à chaque instant et que la navigation dans notre offre soit la plus fluide, la plus intuitive possible. Merci beaucoup David, on peut l'applaudir. Un bel exemple. Et combien d'entre vous savez que Eurosport est français? Vous levez la main? Parce que moi j'imaginais que c'était international mais plutôt américain. Donc très peu de personnes pensaient que c'était français. Sophie, dans la salle, tu peux te rapprocher de la place devant aussi. Donc, merci David. On va passer la parole à Céline, qui va nous présenter son groupe. La vision du groupe Adidas, notamment Reebok, concernant le personnel en magasin. Bonjour à tous. Alors pour nous, il y a une valeur fondamentale, et c'est lié au sport, c'est la notion humaine. Donc quand on parle du développement du retail, du développement de l'e-commerce, on n'oublie pas l'homme qui est derrière. Et quand on va en magasin, en premier, on parle à une personne. Et donc un des outils indispensables pour nous en tant que marque Reebok, c'est de dire voilà, on va dans un magasin, on rencontre une personne et cette personne, elle doit pouvoir parler authentiquement des produits. On est la marque du fitness, on est ancré dans le fitness. Ce qui veut dire que la plupart de nos équipes retail à travers le monde sont des instructeurs, sont des gens qui vont en salle de gym régulièrement et qui donc vont pouvoir vous parler du t-shirt, du short, des chaussures que vous allez acheter parce que naturellement, c'est ce qu'eux vont porter. Mais ça veut dire également un investissement parce que la nature humaine, elle peut apprendre, etc., mais il faut leur donner les outils. Donc il y a un gros travail qui est mis en place pour nous en interne pour être sûr que les conditions de travail, les conditions de vie, puisque vie et travail font partie d'un même ensemble, soient réunies. Ça, par exemple, c'est le siège à Boston
où tous les jours il y a des activités de fitness, où les 1000 employés sur site, sur les 1000 employés, il y en a 800 qui font partie des salles de sport, il y en a 600 qui font partie de CrossFit. On a des cours qui commencent à 6h30 le matin, le dernier il est à 6h du soir. Il y a des cours à 11h du matin, enfin on voit des gens courir à 10h du matin et je vous promets, quand on ne vient pas de l'univers du sport, les gens sont toujours surpris, mais parce que pour nous, ça fait partie de la vie et de la façon j'allais dire, d'élever, d'éduquer et de grandir au sein du groupe. Là, vous voyez une photo, l'homme qui a un t-shirt gris-blanc, c'est le président de la marque Reebok. Il est en train de faire du sport avec les stagiaires, les employés, et on enlève grâce à ça les notions hiérarchiques. Et pour nous, il est important de rappeler que peu importe le niveau, on peut avoir des idées et que ces idées, on peut les amener. Et quand on regarde l'avenir, selon nous, ça veut dire également que tout le monde peut avoir de bonnes idées. Quand on parle de la marque, quand on parle du développement, quand on parle de la croissance, on n'a pas besoin d'être un directeur, un vice-président ou un président pour avoir de bonnes idées. On en revient à cette notion stratégique. On l'ouvre à tous et on essaie d'enlever ces notions hiérarchiques. Et le sport, le fitness en l'occurrence, est sans aucun doute un élément majeur. Et quand on parle d'investir dans les gens, j'ai une petite vidéo pour vous montrer ce que ça veut dire qu'être un employé Reebok. Et derrière, je conclurai en disant les outils, selon moi, pour réussir en retail. Donc cette vidéo, c'est notre campus, c'est là où le siège monde est basé, et tous les gens que vous avez vus dans cette vidéo sont tous des employés. Et donc en fait, ce que ça montre, c'est cette notion de culture. Et je crois fondamentalement que l'avenir du retail et de l'e-com, mais des métiers du retail, sont liés à trouver les sociétés où nous, en tant qu'individus, on reconnaît les valeurs et qu'on puisse grandir au sein de ces sociétés. En l'occurrence, pour nous, c'est le fitness, c'est cette notion de physique, sociale et mentale où les trois éléments viennent ensemble pour permettre le développement. Mais pour certains, ça peut être les enfants et comment on peut éduquer et faire grandir les enfants dans un meilleur contexte. Pour d'autres, ça peut être investissement sur l'avenir quant à l'énergie et comment on peut laisser un footprint qui soit positif pour les générations futures. Et je crois que quand on parle de retail, des métiers et comment on évolue, on revient à des valeurs pures, même si on parle toujours de ce monde digital qui est un peu difficile à capter et à toucher, mais les notions de valeurs humaines restent et sont en fait les fondamentaux quant à l'avenir et au métier pour réussir. Merci beaucoup Céline. Christine. Donc Christine, justement par rapport à ce digital, est-ce que tu peux nous dire en tant que responsable carrière RH de ING Bank, voilà, et qui travaille au sein du développement du personnel de l'entreprise, quelle est ta vision justement de ces talents à acquérir? Est-ce qu'il faut être connecté en permanence ou pas? Et comment tu incites ou pas à utiliser les réseaux sociaux? Alors bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous m'entendez bien. Alors le digital aujourd'hui, c'est un vaste terme qui regroupe énormément d'éléments dont on a pu parler tout à l'heure. Pour moi, c'est clé en fait dans le contexte de transformation digitale des entreprises que la plupart des entreprises vivent aujourd'hui. Alors, on l'a entendu, et j'aimerais y revenir avant d'arriver à ta question des réseaux sociaux, mais dans les compétences transverses qui doivent pour moi être
finalement que chaque collaborateur doit avoir dans n'importe quel métier, dans tout le secteur retail, digital, etc., c'est l'agilité, la responsabilisation, c'est-à-dire aller au bout, délivrer, et la collaboration, parce qu'on ne peut rien faire dans le digital tout seul. Voilà, donc ça c'est un premier point. Ensuite, sur la partie réseaux sociaux, il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est un des indicateurs de digitalisation des entreprises. Il y en a d'autres, mais en tout cas, ça en fait partie. Et aujourd'hui, on parle même de quotient digital pour les organisations. Pour vous dire, c'est le démarrage, mais ça va pour moi s'amplifier. Alors, avant d'arriver à ce qu'on fait chez ING, j'aimerais revenir sur certains chiffres que j'ai pu trouver. En 2014, TNS en fait, a publié l'Observatoire de la confiance numérique. Et ils indiquaient que 75% des actifs étaient présents sur les réseaux sociaux. Donc ça inclut Facebook, LinkedIn, Viadeo et Twitter. Alors moi, j'aimerais faire une petite enquête ici, s'il vous plaît. Qui dans cette salle est présent sur LinkedIn? Levez les mains. Donc on a quasiment tout le monde. Superbe. Qui est présent sur Twitter? Écoutez, on a une belle présence. C'est bien, c'est super. Effectivement, c'est beaucoup. Imaginez-vous, j'ai fait un témoignage chez LinkedIn de notre utilisation justement professionnelle il y a quelques jours, et il nous disait que chaque semaine, 40 000 nouveaux professionnels s'inscrivent sur LinkedIn. Imaginez l'ampleur du phénomène qui continue en fait à progresser. On pourrait se demander, pour ceux qui ne seraient pas présents, finalement, qu'est-ce qui va leur arriver? Est-ce que la fracture numérique va leur arriver dessus et qu'est-ce qu'on en fait? Donc justement, qu'est-ce qu'on en fait? Si on focus sur les métiers du marketing et de la communication, parce qu'on a tendance à se dire qu'il n'y a qu'eux qui doivent maîtriser les réseaux sociaux, ce qui est totalement faux, hein, je préfère le préciser. En 2015, il y a eu 2 études qui ont été menées. Alors, la première, en début d'année, c'est Aquent qui l'a menée, disait que les réseaux sociaux étaient la 4e compétence essentielle pour les professionnels du marketing et de la com. La même année, TNS publie en fait une étude qui dit que les réseaux sociaux pour ces professionnels sont le premier challenge à relever. Vous imaginez en fait combien c'est important. Et d'ailleurs, ils sont un certain nombre à se dire, enfin, les responsables marketing considèrent que les réseaux sociaux ne sont pas suffisamment intégrés dans les stratégies globales des entreprises. Donc effectivement, ils y sont sensibilisés parce qu'ils ont des compétences, mais ce ne sont pas les seuls à devoir maîtriser ces compétences. Et du coup, pour vous donner une idée des avantages d'être présent sur ces réseaux sociaux, on peut citer l'accélération de diffusion des messages, les mises en relation, l'observation des tendances dont a parlé David, hein, c'est bien ça. Il y a d'autres avantages encore, comme le fait de mieux comprendre et de mieux connaître ses clients, le fait de partager avec sa communauté et le fait de détecter des opportunités de toutes sortes. Détecter des opportunités de partenariat, de recrutement, d'évolution, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Et alors, bien évidemment, construire sa marque. Comment construire une marque si on n'est pas présent sur les réseaux sociaux? Et comment construire effectivement une marque professionnelle, enfin, je veux dire, d'entreprise, si on n'est pas à titre personnel présent et qu'on n'en comprend pas les enjeux? Donc là, c'est vraiment... j'ai essayé de vous donner un panorama un peu global pour vous dire l'importance que ça peut avoir pour l'ensemble des professionnels, quel que soit leur métier. Alors, qu'est-ce qu'on en a fait, nous, chez ING? Effectivement, on s'est dit l'année dernière, avec mes collègues de la communication et du social media retail, donc qui gèrent la marque corporate, ING Direct, en fait, qu'on souhaitait justement partager nos compétences et finalement être dans une logique gagnant-gagnant avec les collaborateurs. Très bien. Et alors, on a mis en place des ateliers, en fait, réseaux sociaux qui sont proposés sur le temps du midi sur 2 réseaux sociaux principalement, qui sont, j'espère que vous m'entendez, qui sont LinkedIn et Twitter. Alors, bien évidemment, ne s'inscrivent que ceux qui ont une appétence et une envie, en fait, d'aller davantage sur ces réseaux. On les anime, on va dire qu'on est 3 animateurs, on a chacun notre patte, puisqu'on vient chacun de 3 métiers différents.
mais justement, on a cette richesse de travailler en coordination en fait, sur les messages. Alors, quand je parle de gagnant-gagnant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour le collaborateur, apprendre à mieux maîtriser son e-réputation, donc son personal branding, apprendre à partager des messages également qui sont issus de sa veille sur son métier, qui sont issus de ses centres d'intérêt et qui vont avoir finalement une image positive vis-à-vis de l'entreprise qu'il représente sans le vouloir en tant qu'ambassadeur. On a tendance à l'oublier, mais enfin, à partir du moment où on est présent sur les réseaux sociaux, on est ambassadeur de son entreprise ou de sa propre entreprise d'ailleurs. Et finalement, qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène justement cette professionnalisation, cette multidiffusion des messages de la part des collaborateurs vis-à-vis de ce qu'eux peuvent publier, mais vis-à-vis aussi des actualités de l'entreprise. On voilà a à peu une près en petite gros, vidéo. voilà. Merci beaucoup, Christine. On a une Merci. petite vidéo. Si tu peux cliquer sur le bouton Oui, vert. bien sûr. Voilà, suivante. Voilà, merci. Je suis Nicolas Chapon, je travaille chez ING Banque France depuis 3 ans et actuellement je suis en charge du pôle delivery. Mon rôle au quotidien est d'aider les équipes agiles à délivrer de la valeur pour nos clients. Je suis à la recherche de gens passionnés, dynamiques, des gens qui veulent rejoindre les équipes agiles, DevOps, des personnes autonomes qui veulent se sentir responsables et contribuer au développement d'ING à l'aide de leur expertise technologique. Postuler chez ING Banque France, c'est avoir envie que la banque change, c'est prendre part à ce changement de l'intérieur. Nous travaillons dans un environnement convivial et collaboratif, et tous les jours, nous essayons de donner du sens afin de nous mettre au service de nos clients. Le vendredi, le t-shirt de geek est autorisé. Merci, on peut applaudir. Effectivement, on a retenu le vendredi, le t-shirt de geek est autorisé. Mais enfin, on peut mettre aussi de t-shirts, j'imagine. Ben, merci beaucoup. Pour terminer, on va prendre 3 mots et des suggestions dans la salle. Alors, 3 mots. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Jérôme, je suis là. D'accord. Je suggère donc 3 mots pour pouvoir qualifier, selon vous, quels sont les talents par rapport à ce qu'on a dit, mais aussi votre propre opinion. 3 mots à nous dire très vite. Jérôme, si tu veux passer le micro aussi. Des 3 mots, les 3 compétences clés qui, selon vous, sont importantes. On fera de ça un petit résumé qu'on publiera sur le compte international au féminin. Donc, David, quels sont tes 3 mots? Alors, de mon côté, sans surprise, visionnaire, audacieux et systémique. Merci. Myriam, quelles sont tes 3 S'engager. recommandations? Stratégie? S'engager, D'accord. oser. J'allais dire just do it, mais je vais plutôt dire y aller, quoi. Et c'était quoi la version tauride? Non, just do it, mais vous comprenez. Ah oui, just do it. Ça on peut marche pas, pas. on peut pas. Moi, je dirais client, responsabiliser, oser. Merci. Mobilité, communauté et création. Alors, médias sociaux, personal branding et capacité à s'insérer dans une communauté, on va dire. Et, si possible, digital, mais pas que. Et la communauté internationale féminin, on peut aussi. Aussi, tout à fait. Très bien. 3 mots chez toi, de ton côté. Tu en as, Jérôme? Regarde à ta droite, il y a une suggestion. À ta Allez-y. droite, en jaune. Connecter, Anne-Marie? écouter et faire confiance. Oui, un chasseur de tête ici qui s'exprime aussi. La confiance en soi, dans les autres, dans l'avenir, c'est une sorte de maillon qui ouvre plein d'autres sujets. La résilience, elle permet le rebond, elle permet la résistance. Et on serait des monstres si on était confiant et si on était résilient. Il faut rajouter l'humanité, se connecter aux autres, aimer les autres, écouter les autres. Un beau message, Sophie. Là, après, c'est tout parce qu'on va avoir un temps de parole dépassé. Bonjour, je proposerais agile, mentalement et physiquement, surtout quand on a Reebok qui montre cette agilité physique qui est importante, quel que soit l'âge. Être ouvert et je dirais transmettre aux autres, tout simplement.
C'est une belle chose, surtout par rapport à notre jeunesse, mais eux aussi nous transmettent. On apprend beaucoup de choses d'eux. Je vais vous proposer la vision de Joël de Ronet, qui a fait une vidéo lors de l'événement qui s'est tenu à Biarritz, qui s'appelait Immedia Brand Summit. On le lance, voilà. Avec le son, s'il vous plaît. Il a proposé pour l'international au féminin sa vision. Plus fort, s'il vous plaît. Pas la peine de rentrer dans les détails, vont jouer un rôle important. Mais pour moi, le plus important, c'est le lien humain, le lien social, la relation humaine. C'est-à-dire, au-delà du numérique, revenir à l'humain. Ce sont les humains qui font l'entreprise. Et le nouveau management, c'est la vision, le charisme, l'écoute, la confiance et le respect. Le charisme, la confiance, l'écoute et le respect. Et je pense que les femmes entrepreneurs et les femmes managers auront un rôle de plus en plus important à jouer. Je vais même jusqu'à dire que si en 2030 ou 2050, les conseils d'administration ou les comités exécutifs des entreprises ne sont pas composés à au moins plus de 50% de femmes, ces entreprises seront en voie de disparition. Je suis convaincu qu'au-delà des outils du numérique, comme je viens de le dire, la relation humaine, le lien humain, le lien social va devenir de plus en plus fondamental. Et donc, le management va devoir s'axer sur cette tendance très importante pour le futur. Merci Joël. Vous pouvez retrouver cette vidéo aussi sur le compte YouTube de International Féminin. Et il s'agissait de l'événement organisé par Arnaud, qui est tout au bout de la salle, Immedia Brand Summit à Biarritz, dans lequel on avait de nombreux témoignages aussi. Je vous remercie beaucoup. Pour terminer, je vous annonce le prochain événement qui aura lieu le 23 novembre et qui s'appelle Audace, Courage et Gagne. Et continuez à nous retrouver, à nous suivre. On va rester dans la salle pour accueillir Maëlle Gavet et c'est Jérôme qui va l'interviewer. Maëlle, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui a fait une très belle carrière, mais pas en France, elle est très peu connue en France, mais je peux vous promettre qu'elle est très connue aux US et très connue en Russie. Je remercie beaucoup nos speakers et je vous demande de les applaudir. Merci et merci à vous d'être venus et merci à toute la belle communauté que vous représentez. Merci. Et merci à Cécile Delettré pour cette superbe animation. Effectivement, on se retrouve dans 5 grosses minutes pour l'interview de Maëlle. Vous avez peut-être le temps de boire un verre d'eau et on se retrouve dans cette salle dans quelques instants.